Bonjour à tous, bonjour Florence, Bonjour Mathieu. bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cargo Family. Donc avant de donner la parole à Florence, qui est notre spécialiste import-export, je vous remets un peu dans le contexte. Donc Cargo Family, c'est le premier podcast dédié au secteur transport et logistique. On a un secteur formidable avec des acteurs qui innovent, des personnes comme Florence qui ont des métiers passionnants et on voulait vous donner la parole. Donc Florence, on va passer un peu moins d'une heure ensemble pour découvrir ton parcours. On va parler import-export, on va parler douane, facture commerciale, enfin c'est vraiment varié. Donc merci d'être là Florence, en tout cas en visio aujourd'hui. Euh, Merci à Première toi. chose, première chose que je demande à tous mes invités, rapidement, est-ce que tu peux nous dire quel est ton poste aujourd'hui, ce que tu fais actuellement? Alors aujourd'hui, je suis consultante en import-export avec une spécialisation sur tout ce qui est urgence internationale. Ok, Donc j'accompagne vraiment les dirigeants sur tout ce qui est le quotidien en fait. C'est-à-dire qu'ils vont avoir peut-être des aides, des suivis avec la CCI ou autre. Mais à un moment donné, on quitte la théorie, on arrive à la pratique. Et souvent, c'est là que le bas blesse. Donc c'est là où j'interviens, où je vais être présente à leur côté pour tout ce qui arrive sur le terrain concrètement et qu'il faut démêler au fur et à mesure. ok. Écoute, on va creuser bien sûr cette partie accompagnement et support import-export. Hem, Avant tout ça, d'ailleurs, j'aurais pas mal j'espère que tu as des anecdotes à nous partager. Sur LinkedIn, On a pas mal. on s'est croisés sur LinkedIn. Moi, j'adore tes posts LinkedIn, il y a du concret. Comment j'ai aidé un tel à effectuer telle opération, donc ça, je veux vraiment que tu nous partages. Et puis quand même, la première question que je pose aussi à tous les invités, comment est-ce que tu as mis un pied dans ce secteur transport international? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'est par passion? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment c'est arrivé cette évolution? Alors, c'est à la fois du hasard et de la passion. OK. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été passionnée par les langues et par les voyages. Et du coup, en fait, quand j'avais 24 ans, je suis partie pendant 4 ans en stop et en sac à dos à travers l'Amérique latine. Et je me suis vraiment, avant ça, j'habitais en Angleterre, mais voilà, j'ai beaucoup travaillé mes langues. En stop pendant 4 ans, j'ai eu le temps d'apprendre bien l'espagnol et à savoir me débrouiller là-dessus. Et en fait, en rentrant en France, je suis rentrée en France, je pouvais plus travailler dans tout ce que j'avais pu faire auparavant, qui touchait au tourisme ou autre, assistant à la direction. J'ai cherché un travail où voilà, vraiment, je me sentais bien dedans et qui me passionnait. Et je suis tombée dedans un peu par hasard parce que j'ai répondu à une offre comme assistante marketing et je me suis retrouvée à faire de la production import-export, assistante de direction, à gérer pas mal de choses et également les salons internationaux. Donc c'était OK. vraiment un pur hasard, mais, euh, mais c'était super. C'est marrant parce que j'ai vraiment des gens qui arrivent, des fois qui commencent très jeunes ou d'autres qui arrivent par hasard comme toi. Et donc là, tu postules pour du marketing, tu finis dans l'import, tu arrives dans l'import-export. Donc c'est vrai, à la base, rien à voir avec l'offre initiale. Mais est-ce que c'est pas le fait, justement, que tu parles plusieurs langues tout de suite qui t'a aidé peut-être à ce que tes employeurs te mettent de ce côté-là? Alors, bah, la première fois, il m'avait refusé un entretien parce que j'étais maman solo. Donc, il avait pris une autre personne qui lui a annoncé au bout de 3 semaines qu'elle était enceinte. Donc, il a fait partir et il m'a rappelé derrière. Et c'est plutôt le côté voyage, en fait, le fait qu'on avait une passion commune pour les voyages. Bon, il y avait aussi le fait qu'il parlait pas très bien l'anglais et qu'il avait enfin, pas vraiment de compétences en espagnol. Mhm. Et il y avait le côté aussi où j'avais appris beaucoup de choses. En 4 ans en Amérique latine, j'ai pas mal fait de la résilience, etc. J'ai vécu pas mal de choses. Et il s'est rendu compte que j'avais un certain sang-froid et un certain répondant qui lui veut convenait, en fait, pour ce que je faisais. Et à la base, c'était prévu que je fasse plutôt voilà, du marketing et autres. Et finalement, bah, il m'a mis tout de suite en assistant de direction. Et quand il a vu bah, que je gérais les dossiers en import-export, etc., bah, il m'a laissé y aller. En fait, à la base, lui, il faisait que des paniers. Donc, il importait de Madagascar, du Maroc, etc. Et on est venu à faire de la chaussure. On a changé tout le catalogue. En fait, j'ai quand même un certain caractère qui fait que j'ai envie de faire plein de choses. Et je l'ai poussé également. Et voilà, ça a donné une énorme croissance au niveau de l'entreprise et un changement de direction également, parce qu'on a augmenté les gammes et on est parti sur du textile, sur de la chaussure, sur du sac, sur plein de choses en fait qu'on proposait absolument pas à la base. En fait, c'est intéressant comme début de carrière. Ça veut dire que ils ont cerné tes aptitudes justement en tant comment tu étais assistante de direction. Ils se sont dit, tiens, elle a sûrement les compétences pour être dans l'import-export. Tu m'as parlé un petit peu de caractère, gestion un peu
peut-être j'allais dire gestion des galères. Alors on va me dire que je parle un peu familier dans le podcast, mais ils ont cerné qu'il y avait ça. Ça voudrait dire que dans la gestion import-export, faudrait gérer un peu les complications. Oui, c'est ça. En gestion import-export, je pense que une des qualités importantes, c'est le sang-froid. C'est d'avoir du sang-froid. Moi, un parcours professionnel qui est passé par, quand j'avais 19 ans, j'étais gendarme. J'ai travaillé ensuite dans la sécurité en Angleterre. J'ai vraiment fait de tout. Et je suis arrivée au plus haut de ma carrière. J'étais directrice en résidence de tourisme 4 étoiles. Donc, j'ai vraiment touché un peu à tout, aussi bien la gestion du personnel, la gestion des gens et la gestion des crises. Et c'est vrai que ce côté-là, en fait, j'avais aussi le côté un peu curieuse à vouloir m'occuper de tout. Et finalement, comme il avait personne pour reprendre, il allait recruter quelqu'un pour l'import-export. Et finalement, bah, il s'est rendu compte que bah, j'avais déjà mis le nez dans les dossiers et que je comprenais ce qui se passait et que je voyais comment un petit peu optimiser ces choses-là. Et c'est là où, en fait, bah, il a laissé. C'était peut-être compliqué pour moi parce que j'avais beaucoup de rôles à assumer, mais c'était ce que j'avais besoin à ce moment-là dans ma vie. Puis j'ai toujours été un peu comme ça aussi, à vouloir toucher à tout. Et c'est vrai qu'en import-export, oui, il faut du sang-froid, il faut de la résilience et il faut surtout savoir anticiper et pas toujours être trop optimiste, je pense. Alors Là, il qu'est-ce que faut. pour ceux qui connaissent un peu moins, là, c'est vraiment une grosse période, où tu découvres l'import-export. C'est quoi l'import? Alors, on dit souvent de l'import-export, c'est assez large, mais qu'est-ce que vous faites? Vous exportez des produits, vous importez, vous fabriquez? Si tu peux résumer à quelqu'un qui connaît pas, c'est quoi l'activité, import-export? Alors, l'import-export, c'est vraiment quand on veut commencer à toucher l'international, que ce soit en apportant des produits qui n'existaient pas dans notre pays ou en exportant qui viennent de notre pays vers l'extérieur. Donc, c'est toucher des marchés plus larges, aussi bien au niveau de la fourniture qu'au niveau de la distribution. C'est là où ça compte en import-export, ça va être le côté logistique, mais aussi tout le côté de la douane, la documentation et forcément régler les soucis qui font que ça peut apporter souvent des pertes financières assez radicales et savoir gérer et anticiper ces problèmes. Et est-ce que toi, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, tu aides les personnes comme toi qui font de l'import-export, c'est-à-dire que toi, quand tu as commencé au début, est-ce que tu as dû subir ces problèmes et les résoudre toute seule ou est-ce que tu avais de l'accompagnement? Comment c'est passé au début justement pour mettre en place toutes ces opérations? J'ai une chance quelque part, enfin je pense que j'étais destinée à l'import-export parce que quand j'avais 16 ans et que j'ai passé mon bac et que je partais sur un BTS commerce international, j'étais trop jeune à l'époque au niveau des alternances et j'arrivais pas à trouver d'entreprise. Et du coup, bah, au bout de 3 mois, j'ai dû bah, lâcher l'affaire et partir dans tout ce qui est un BTS normal, en fait, sans alternance. Mais j'avais pas la possibilité de faire commerce international dans l'école où j'étais. C'était donc un BTS marketing que j'ai fait. Mais par contre, tous mes amis étaient en commerce international. Et du coup, pendant 2 ans, je les ai suivis, j'ai travaillé avec eux sur les études de cas. Donc, j'ai vu un peu le théorique sans l'appliquer moi-même, mais je l'ai vu quand j'avais 16 ans, jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite, quand je suis arrivée, donc 20 ans plus tard, dans cette branche-là, ben, ça m'a rappelé des choses, ça m'a rappelé des souvenirs. Et puis après, c'est de l'autodidacte, hein. J'ai vraiment été chercher chaque chose que je comprenais pas. J'ai travaillé dessus, j'ai cherché la C'est-à-dire réponse. à chaque blocage, à chaque difficulté, parce qu'il y en a, hein, moi on en partagera, mais je sais pas si je le dis souvent, mais la première société que j'ai aussi ouvert une société d'import-export. Donc on importait, mon collègue était, mon associé était en Asie et on importait des produits de Bali. Donc je sais les contraintes que tu as pu rencontrer. Donc ça veut dire qu'au début, tu es autodidacte et donc chaque contrainte, bah, tu vas trouver la solution, tu vas trouver le partenaire idéal. C'est ça, tu gères ça toute seule. C'est ça. En fait, au départ, il avait des transitaires. Alors, il avait à peu près, je crois, 8 ou 9 transitaires. Et il n'y en avait pas un qui le prenait au sérieux parce qu'il avait justement des comptes un peu partout. Donc, comme il amenait pas assez d'argent à un seul transitaire, enfin, je pense que tu connais ça, il était moins bien vu, donc il avait moins de soutien et moins de services. Et du coup, on a déjà commencé par ça, en fait. On a rechoisi des nouveaux transitaires. On s'est appliqué sur 2 transitaires au cas où pour avoir un deuxième plan si on a un souci sur l'autre. On a eu un transitaire maritime et un transitaire maritime et tout ce qui est express. Et voilà, enfin, j'ai fait passer des entretiens, j'ai rencontré des personnes pour avoir des prestataires qui soient fiables et sur qui on peut compter, parce que moi, à l'époque, je connaissais pas trop en douane ou autre. Donc, j'avais besoin d'être guidé malgré tout et d'être sûr de pas aller dans le mauvais sens parce que j'avais pas envie de faire perdre de l'argent à la boîte. Et donc, ouais, c'était vraiment, moi, j'ai appris sur le terrain. Je me suis pris des murs, mais t'imagines même pas tout ce que je me suis pris. C'est assez hallucinant. Écoute, c'est intéressant, je rebondis un peu à chaque fois sur les idées. C'est que on pense des fois à tort qu'avoir voilà, des dizaines de prestataires, en plus, tu as vu le mot prestataire, qu'on va avoir le meilleur prix, mais en fait, de choisir ce qu'on appelle des preferred carrières, des preferred partners.
Et tu vois, le mot partenaire, c'est pas le même que prestataire en fait. C'est que c'est ça. si tu choisis quelques prestataires qui deviennent des partenaires, bah, déjà, tu as pas forcément un prix moins bon, mais tu as surtout du conseil, tu as du suivi. Et là, vous faisiez quoi déjà? Rappelle-moi c'était quel type de marchandises que vous exportiez? C'était du panier artisanal. OK, tu vois? Je pense que sur ces produits spécifiques, tu as peut-être des transitaires spécialisés. Donc pour ceux qui nous écoutent, les transitaires, si on comprend bien, Florence, tu travailles dans une société qui exporte des paniers, c'est ça? Et Qui qui les en vend à importe. l'international et tu as un transitaire, lui, qui s'occupe de transporter le panier depuis, la France jusqu'à, je sais pas, c'était vers quel pays vous exportiez? Oh, on a fait un peu de tout, hein. On est parti sur toute la partie Europe et on a OK, dépassé, on est parti même aux États-Unis, on est parti sur d'accord. toute l'Angleterre, etc. Et On est allé un peu et tu partout. tu vois, pour moi, le partenaire, heu, en fait, vous avez besoin les exportateurs, ils ont besoin des transitaires pour expédier leurs produits et faut travailler ensemble. Alors oui, bien sûr, c'est payant, personne ne travaille gratuitement, mais cette notion de conseil, elle est importante et je pense donc en choisissant, si j'ai bien compris, en sélectionnant les bons prestataires, les bons transitaires qui sont devenus un peu des partenaires, tu as eu c'est quand même le conseil ou au moins une notion de conseil de leur part, c'est ça? C'est ça. En fait, je suis tombée sur un transitaire qui a changé un peu tout. C'est-à-dire que lui, il faisait des tableaux de suivi parce qu'on avait, au départ, quand je suis arrivée dans l'entreprise, on avait 8 containers par an. C'était pas OK, énorme, ça, on arrivait à gérer. Quand j'ai quitté l'entreprise au bout de 4 ans, on avait 48 à 50 conteneurs par an. Et là, il OK, faut un suivi. Savoir où est la marchandise, quand elle va arriver, est-ce que ce sera bon pour telle ou telle opération? Parce qu'après, on s'est mis à travailler avec la grande distribution française. OK. Donc, on avait des dates et on avait aussi des pénalités si jamais on était en retard et qu'on livrait pas la marchandise. Et ça coûte très cher. Donc, du coup, il a fallu trouver le partenaire qui reste communicant, qui nous aide vraiment à accélérer certains transits, à accélérer certaines participations au niveau de la douane, etc. Et ça, c'est pas toujours donné en fait. OK. Non, mais écoute, c'est clair. En plus, on vient sur la plupart des personnes qui viennent dans le podcast, que ça soit de la logistique, du transport, cette notion de délai, de livrer dans les temps pour pas avoir de pénalité, elle est omniprésente et on comprend vite que quel que soit le blocage, que ça soit un problème de transport, d'approvisionnement, tu vois? De douane, en fait, tout le monde doit livrer, surtout dans la grande distribution, dans les temps pour éviter les pénalités. Donc ça, C'est ça. on l'entend souvent. Donc là, en fait, tu restes combien de temps dans cette grosse c'est une grosse structure ou c'est une petite structure, moyenne, je sais C'est pas? une petite structure, mais D'accord, qui était assez ancienne, hein. Ça faisait 30 ans qu'il avait son entreprise. Lui, il d'accord. était parti à la base des marchés. Il travaillait avec les marchés, il vendait sur les marchés, etc. Et en fait, petit à petit, bah, il a attiré tout ce qui est boutique de plage. Il a commencé à faire des salons C'est une belle et il a évolution. attiré aussi la grande distribution. Ah ouais, donc tu me parlais alors on va y revenir là sur les salons parce que moi c'est un métier que j'aime beaucoup. Moi, j'ai accompagné mon frère Julien, quand il travaillait à l'époque chez Daher, tu vois? En foire et expo, pour, justement faire la livraison de tous ces exposants. Parce qu'on oublie quand on va, à la foire de Paris, on oublie, bah, il y a des gens comme vous qui, qui exportent leurs produits pour, les présenter dans les salons. Donc ça, c'est un métier que j'aime beaucoup, je veux bien qu'on revienne dessus. Juste pour revenir alors sur le fil rouge, donc là, tu peaufines vraiment ton expérience import-export. Tu es dans une petite structure, donc tu t'occupes de tout. Donc forcément, tu gères toutes les contraintes, toutes les problématiques. Qu'est-ce que si tu devais, mettre en avant est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, tiens, d'une problématique que tu as eue, une contrainte et comment tu as pu la résoudre? Enfin voilà, quelque chose d'assez sympa peut-être qui parlera à tout le monde? Je peux t'en parler de plusieurs parce que donc moi, les murs que je me suis prise, que je te disais, j'ai eu un conteneur qui a chauffé, un conteneur de chaussures en plastique qui OK. était à côté d'un conteneur en feu sur le porte-conteneur. Donc les chaussures ont fondu, tout ce qui était Waouh! tongs, etc. Elles ont complètement fondu. OK. Et j'avais un patron qui, une fois sur deux, il prenait une assurance et parfois il disait ah c'est bon, ça va passer. Et c'est bizarre parce qu'à chaque fois que il prenait pas d'assurance, ça passait pas. Donc Ah on ouais, a non. eu un conteneur jeté à l'eau parce que la ligne d'eau sur les bateaux, sur les gros porte-conteneurs, on n'en parle pas beaucoup, mais tous les ans, il y a des milliers de conteneurs qui sont jetés au fond de l'eau, au fond Mmh mh. des océans. Ah bon, Donc, on le voit de plus en plus là, les photos sur LinkedIn des conteneurs qui sont envoyés à la mer. Donc moi, je vais pas te mentir, je suis un peu étonné qu'il y ait encore, mais ça m'étonne, enfin, je suis étonné, oui et non, mais qu'on puisse encore faire du transport maritime sans prendre d'assurance. C'est quand même,
pour un exportateur, c'est quand même hyper risqué. C'est sûr, parce qu'en plus, c'était l'assurance, vu que c'est nous, on importe, donc c'est à nous de prendre notre assurance au niveau du convoi. C'était quelque chose qu'on lui proposait, qu'on insistait dessus. Ça peut Mhm. être, des fois, ça peut être pas grand-chose, hein. Ça va monter à 2 ou 3% du montant total du transport. C'est pas quelque chose de fou. Mhm. On parle de centaines d'euros, hein, simplement. Mais voilà, il était à l'ancienne, hein. Mon patron était bien plus âgé que moi, c'était à l'ancienne. Et pour lui, il se disait, ah, les assurances, ça sert à rien. Ok. Moi, j'ai pu le constater, hein, que ce soit quand on a eu le conteneur qui a été quand même chauffé, donc on a tout perdu. On a eu le conteneur jeté à l'eau, bah là, c'est pareil, hein, Ok. c'est perdu, il n'y a pas Bravo. d'assurance, il n'y a rien. Excuse-moi Florence, Donc, je veux quand même revenir là-dessus parce que on entend souvent des conteneurs tomber à l'eau, mais c'est la première fois que j'ai quelqu'un en face. Enfin, vous avez eu un conteneur qui a été jeté à l'eau oui. pour des problèmes Ah oui, de par-dessus tempête, bord. de charge, c'est ça? Ok, C'est ça. Nous, c'est le transitaire qui nous l'a annoncé. Bah, on a vu que le conteneur n'arrivait pas, hein. ok, Ça a mis du temps. Le transitaire a été faire sa recherche au niveau du port, etc. Et bah, la seule réponse qu'on a eue, c'était de dire ah, votre conteneur fait partie d'une trentaine de conteneurs qui ont été jetés par-dessus bord. Et ça, d'ailleurs, c'est super intéressant parce que ça arrive pourquoi? Parce que les conteneurs, quand ils arrivent au port, les premiers qui sont arrivés au port vont être en bas et les autres conteneurs vont être au-dessus. Donc, si on veut pas avoir ce souci-là, la seule solution, c'est quoi? C'est d'arriver avec le chargement assez tôt au port pour qu'on soit les premiers à être chargés. Même si c'est les derniers à décharger, en tout cas, ce sera les derniers qu'on jettera à l'eau. Parce que ceux qui sont au-dessus, nous, on avait toujours ce souci-là avec un de nos fournisseurs de chaussures. C'est-à-dire qu'il arrivait toujours au dernier moment au port. mhm, Donc, il était chargé juste à temps, mais le conteneur était au-dessus. Et quand il y avait un souci de tempête ou autre, avec les conteneurs qui se déséquilibrent, ou alors la ligne d'eau qui commence à être un risque pour le bateau de couler, bah du coup ils vont pas aller chercher le conteneur qui est tout en dessus, bien sûr. en dessous, ils vont aller chercher le conteneur au-dessus et ils le jettent à l'eau. Donc C'est- ça, c'est quelque chose que j'ai appris et aujourd'hui j'ai compris comment faire pour éviter ça. c'est- Franchement, vraiment, enfin, je suis ravi. Non, c'est pas une bonne expérience, mais c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui nous raconte vraiment que son conteneur tombe à l'eau. Et puis j'appuie quand même pourquoi c'est étonnant pour partager pour les gens qui nous écoutent. Tu as aussi l'avarie commune. Sans rentrer dans le détail juridique, c'est l'avarie commune, c'est que quand des conteneurs sont jetés à l'eau, l'ensemble des expéditeurs sont un peu responsables du remboursement. En gros, on jette 30 conteneurs à l'eau, mais c'est l'ensemble des 3000 conteneurs, des expéditeurs qui vont payer les avaries. Et c'est pour ça Exactement. qu'on prend des assurances, la fameuse assurance ad valorem, il y en a, voilà, pour aussi prémunir. Donc, vraiment, pour ceux qui font pour tous parce que j'ai pas mal de personnes qui se lancent en tant qu'exportateur. Moi, la première chose que je leur dis, prenez l'assurance. Obligatoire, obligatoire, obligatoire. Ad valorem, ça vous coûte quelques centaines ou même milliers d'euros et encore. Mais vous êtes couvert si votre conteneur est perdu, voilà, si le conteneur est jeté à l'eau. Et si vous êtes sur un navire, bah, le fameux navire Evergreen, là, il avait mis en avarie commune à un moment dans le canal de Suez quand il était bloqué. Oui, bah oui, alors ça a été Imagine le compliqué montant. aussi. Bon, je crois qu'ils l'ont libéré, donc j'ai pas eu le suivi. Mais donc vraiment, prenez des assurances. Il y a tellement de risques déjà. Voilà, concentrez-vous à vendre le produit et au moins vous prenez une assurance et pendant le transport, vous êtes tranquille. Je sais pas ce que tu en penses un peu là-dessus. Mais c'est ça, avoir les bons transitaires, avoir le bon partenaire et avoir aussi se couvrir en amont, anticiper, c'est la base. Anticiper parce que même moi, quand j'en parle des fois à des clients, ce que je t'explique là, c'est des choses qu'ils savent pas. Il y en a qui sont pas forcément au courant qu'on jette des conteneurs, qu'il peut y avoir un feu parce que des fois, donc c'est Mhm. pareil, quand tu mets un conteneur sur un porte-conteneur, tu dois décrire la marchandise et tu dois cocher si c'est inflammable ou pas. Et il y en a qui bah, estiment que c'est pas inflammable alors que ça peut l'être. Et ça peut provoquer, avec les longues heures en plein soleil et la chaleur, etc., sur le porte-conteneur, un feu. Et le feu qui s'étend, ça chauffe les conteneurs qui sont autour. Et des fois, les quelques conteneurs qui touchent ce conteneur-là, bah, il y a la marchandise qui fond également. Et puis, bah, elle est irrecevable. Ouais, j'imagine les chaussures brûlées, ça se vend pas très bien. Ah, c'est quand c'est fondu, ça rentre plus. Bon, en tout cas, ouais, ça, c'est des sacrées anecdotes. Et bon, petite anecdote, je sais que moi, j'étais encore en transitaire, je travaillais dans le maritime, j'étais encore superviseur maritime. Quand ils ont mis en place le VGM, le vérifié de grosse masse, tu sais, l'idée, c'était que la plupart des exportateurs déclaraient des faux poids. Et puis, bah, à force de déclarer, ben, enfin, voilà, des écarts de poids importants, les navires la charge était mal répartie. Donc, ils ont
imposer aux exportateurs, aux transitaires de vérifier le poids brut déclaré. Bon, je suis pas certain que c'est toujours aussi, que ça soit vraiment exact, mais ça a peut-être aidé à éviter ce genre de problème dans le maritime. Mais bon, je pense que ça arrivera toujours. Il y aura toujours des Je poids. pense que ça continue. Mm, Mais comme c'est toujours une question de poids, une question de dimension, bon, les dimensions dans un conteneur, on n'a pas trop le choix, mais que la question de poids est importante. Et il y a toujours des gens qui sont un peu filous et qui vont jouer là-dessus en pensant pas aux conséquences. Je pense que ce qui manque, c'est vraiment de prévenir les gens et de leur expliquer pourquoi on leur demande ça, justement. C'est, mm. c'est Le- comme, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Euh, Tu sais que quand tu envoies un colis par avion, s'il y a un ordinateur dedans, il faut que tu déclares ta batterie au lithium mm, parce que mm. tu peux faire exploser l'avion. Ça Ouais. arrive. Les Ça batteries, arrive et il y a beaucoup de gens qui le savent pas forcément non plus. non, les batteries lithium, on pourrait faire un podcast entier, c'est hyper compliqué. Mais oui, effectivement, je pense que, en tout cas, je pense que pour des exportateurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des gens qui conseillent, on va venir voir un peu comment tu es arrivé sur cette activité de conseil. Ça peut être hyper important parce qu'on sait le coût de la non-qualité, en fait. Le nom de la non-livraison, de la perte, ça peut être vraiment important pour les petites structures. Donc là, je reprends le fil rouge. Donc, tu es dans cette structure, tu l'as fait évoluer. Donc là, tu as vraiment le poste, c'est quoi? Tu es responsable import-export. C'est quoi ton poste à la fin sur cette Sur mon expérience? bulletin de salaire, ça restait assistante de direction, rien de plus. Tout Bizarre. était après. Voilà, je gérais voilà, toutes les productions, je gérais aussi l'exportation, donc toute la partie commerciale export aussi, hein, parce que je faisais les salons, je faisais les rendez-vous pour les distributeurs à l'étranger, etc. En fait, je faisais un peu toute la partie internationale, en fait, avec le soutien de mon patron qui, euh, étant euh, étant dans l'idée de s'éloigner un petit peu plus du business, son but c'était que j'y aille et que bon, bah, si je le sens, j'y vais tout seul et voilà. Donc je faisais aussi l'export, toute la Ok. partie recherche de distributeurs. En vrai, c'est bien, on n'arrête pas de dire que les gens, ils ont du mal à déléguer. Là, tu as un patron qui dit, OK, Florence, tu fonces, tu me développes l'export, c'est bon. Et donc là-dessus, tu fais les salons. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliques, c'est quoi aujourd'hui, pour un exportateur français, par exemple, quelle est l'importance des salons? Donc, on est bien d'accord, c'est les foires expositions, c'est aller exposer sa marchandise dans des salons à l'international. Est-ce qu'il y a un vrai retour? Est-ce qu'on arrive à avoir des clients ou est-ce que c'est pour la pub? J'aimerais bien avoir ta vision de ce côté-là. Eh ben, il y a un vrai retour si c'est bien fait. Si on Ok. y va un peu les mains dans les poches, avec même si on amène une centaine de produits, si jamais on y va sans préparer et sans faire un suivi du salon, bah, c'est de l'argent qu'on a un peu jeté par les fenêtres. Parce que oui, il y a des gens qui vont nous croiser sur le salon, mais bien peut-être pas forcément sur le stand. Et en plus, derrière, si on n'a pas gardé un suivi avec ces gens-là, ben, il se passera rien. Donc, faut savoir que les salons, on est quand même des centaines d'exposants. Et bon, il y a des milliers de visiteurs, mais bon, comme tu peux le voir souvent dans les reportages ou autres, tu regardes, les gens passent, ils voient, des fois, ils sont interpellés par un stand, ils vont y aller. Et puis, des fois, ils passent droit devant. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, c'est quelque chose qui se prépare. Donc un stand, on le prépare, on l'imagine, on fait un genre de showroom pour imaginer comment on va présenter le stand. Et surtout, il faut avoir soit un produit d'appel ou quelque chose qui va attirer le client. Nous, on avait des goodies. On faisait de l'import-export. Donc forcément, on faisait faire des choses en Chine ou autre avec notre marque. Et c'était des goodies qu'on donnait à nos visiteurs. On les attirait par toutes sortes de choses. Et tu faisais salon. Est-ce que tu faisais salon professionnel et particulier? Par exemple, je sais qu'en France, il y a Maison Objet qui est très connu, qui est, je crois, dédié, je sais pas mon secteur actuel, mais qui est dédié aux professionnels. Et puis la Foire des Paris qui est plus particulier. Tu faisais les deux types de salons à l'international? Je faisais les deux types de salons. J'ai fait maison et objets également. Ok. Et je faisais le salon de la lingerie également. J'ai fait après le bisou sur Nice, tout ce qui est accessoires et cadeaux pour les boutiques. J'ai donc ça en France. Et après à l'étranger, oui, on faisait plus des salons professionnels sur l'étranger. On a fait en Allemagne ou autre tout ce qui était dédié au sport, parce qu'après on s'est lancé aussi dans le côté sport pour leur vendre des petits accessoires. Donc oui, on a fait toutes sortes de salons. Et le but, c'est que c'est pas la même approche non plus entre les particuliers et les professionnels. Mais les professionnels sont aussi les particuliers quelque part. Et c'est vrai que l'attrait du petit cadeau, ça reste la même façon de faire, en fait, Ok. pour Donc en les tout attirer. cas, bon, moi je trouve que je suis vraiment, pourquoi, pardon, je me répète un peu, mais j'adore ce secteur-là des salons parce que ça permet aussi à nos sociétés françaises d'aller vendre leur savoir-faire. C'est ça finalement, c'est
comment je peux aller vendre les productions françaises à l'étranger. Donc, je trouve ça top que vous, les exportateurs, vous y alliez. Et pour expliquer comment ça se passe, moi, comment je le vois, c'est que vous préparez la marchandise chez vous, vous amenez un maximum d'objets. Est-ce que c'est vous qui préparez? Je pense que ça part sur palette ou dans des caisses. Comment ça se passe? Vous mettez à disposition et vous avez le transitaire justement qui s'occupe de tout conditionner, de l'envoyer à destination par avion? Ou est-ce que vous préparez vous-même? Est-ce que tu peux nous Alors, il montrer y a la deux un peu? solutions. Moi, j'ai fait les deux. Tu peux utiliser la logistique du salon qui va t'offrir leurs propres prestataires, en fait, qui vont te prendre la marchandise parfois des semaines, voire des mois à l'avance pour être sûr que bah, tout soit prêt, parce qu'ils ont ils ont pas mal de clients. Hein. Du coup, si jamais on fait appel au service logistique du salon, ils ont du taf et ils ont tout pour la même date. Donc, souvent, c'est assez pris en amont. Et sinon, on peut le faire par nous-mêmes également. Moi, c'est ce que je propose à mes clients également. Et c'est ce que je préfère gérer aussi parce qu'au niveau logistique, comme ça, on sait à peu près dans quel temps on y sera. Faut quand même s'y prendre en avance et il faut surtout préparer d'abord en amont le showroom, s'imaginer la place. Nous, on faisait par scotch sur le sol, savoir exactement la place qu'on va prendre et comment on va tout installer. Et après, mettre sur palette parce que quand on arrive sur place, c'était nous qui déchargeons tout et qui préparons le stand. Donc, il faut vraiment avoir une idée bien claire sur tout ça. Et le fait d'utiliser un bon transitaire pour ça, on va être certain qu'au niveau de la logistique, il y aura rien qui sera perdu ou cassé. Parce que si vous partez et que vous oubliez une partie ou que une partie de votre stand est perdue, bah, c'est compliqué à rattraper sur place. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, je crois qu'il y a des transitaires vraiment spécialisés en expo. Je sais que par exemple, là, sur Villepinte, Paris, c'est Clamagérant, eux qui gèrent vraiment tout ce qui est la partie cariste. Nous, on les a eu en formation là sur du transit. Mais voilà, il y a 4-5 transitaires, on sait qu'ils sont spécialisés en expo. Donc je pense qu'effectivement, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est des livraisons qui sont sur des sites qui sont privés. Donc il faut des badges, il faut des accès. Je pense que ça, tu as peut-être travaillé là-dessus. Ok, bon, en tout cas, moi je vais suivre ça de près. Là, tu vois, rien que le SITL, là, on est en février. Dans un mois, il y a le Salon international de transport logistique à Villepinte. Donc je vais y aller. Et en fait, quand tu vois les énormes stands, bah, tu réalises quand tu es maintenant dans l'import-export, bah, tout le travail qu'ils ont dû faire en amont pour les fabriquer, pour les transporter. Parce que tu as des gens qui viennent d'un peu partout. Donc, non, non, j'adore ce. Bon, je sais pas si tu es la bienvenue en tout cas au SITL si tu passes dans le coin. C'est gentil. Bah, je serai moi au Tech Fest mercredi. Je sais pas si tu connais le Tech Fest sur Grenoble. Non, C'est du un tout. peu le Vivatech version province, on va dire. Ok. C'est euh, Académie. c'est super intéressant aussi sur tout ce qui est innovation, etc., robotique, composants. Tu sais, avant de fermer cette page salon, j'ai été impressionné de voir que chaque passion a son salon. C'est incroyable, hein. Tu vas voir les jeux Mm. vidéo, tu vas voir le foot, et en fait, tu peux trouver, tu fais de la poterie, enfin voilà. Donc, bon, en tout cas, grâce à Florence, les exposants arrivent, certains exposants en fait, arrivent à, voilà, avec, à bon port, avec la marchandise livrée dans les temps, parce que c'est surtout ça, c'est qu'un salon, on est sur des temps, tu me dis si je me trompe, on est sur des délais très courts. Je crois que c'est réception un jour avant pour Mm. tout déballer, pour tout mettre en place. Et puis, une fois que ça ferme, faut avoir enlevé la marchandise le lendemain, quoi. C'est des temps qui sont très très courts, je me trompe. C'est ça, on a 24 à 48 heures avant pour installer, pour recevoir la marchandise. Et par contre, la sortie est souvent 24 heures, pas plus, Ouais, tu pour vois, tout donc déballer. Parce que derrière, ils ont d'autres salons. Hein. Souvent, ils ont d'autres salons qui se préparent. Donc, il faut pas qu'il y ait trop de temps pour tout enlever au niveau du salon, quoi, au niveau du stand. Après, ce qui est intéressant aussi au niveau des salons, c'est aussi toute la partie suivi du salon. Parce que c'est bien de faire un salon, de rencontrer du monde, mais derrière, si on n'en fait rien, si on recontacte pas ces personnes, si on n'a pas une offre spéciale pour ces personnes dans le salon au moment présent, ça n'apportera pas grand-chose en fait. Moi, je me souviens quand j'ai commencé le salon, mon patron, il avait une idée en tête, il savait qu'il avait payé par exemple 14 000 euros pour un stand. Il mhm, savait qu'à la fin du salon, il fallait qu'on ait en commande écrite à l'ancienne au moins 14 000 euros de marchandises vendues. Et ça se passe pas comme ça dans la vie. mhm. C'est pas, en réalité, ça se passe jamais comme ça. C'est très difficile sur un salon de tout vendre, mais c'est le suivi derrière qui va faire que bah, tous les contacts qu'on a eu au salon, si on fait bien les choses, ils vont nous rapporter bien plus que le salon. Mhm. Ouais, Généralement, c'est un retour x3. ouais, surtout, c'est intéressant les chiffres. Ouais, tu fais un suivi commercial des leads que tu as eu pendant le salon. Le salon, c'est peut-être le premier contact.
Mais tu vas pas vendre tout de suite, «Bonjour, je m'appelle Florence, je vends ça». Non, c'est peut-être prise de contact, connaissance. Je pense que tu as raison, ça là, le processus de vente, il se fait en plusieurs fois et le salon, c'est un peu le on ouvre la porte. C'est la vitrine, c'est ça. C'est le Mmh. magasin, c'est le showroom. Ça attire l'œil, ça intéresse. Et après, ben, il y a tout le reste à faire qui est de charmer, d'intéresser et de vraiment d'arriver à l'achat. Et puis nous, c'est vrai qu'on travaillait beaucoup sur des salons aussi professionnels. Donc du coup, derrière, il y avait des idées de distribution à l'international. Donc de trouver, moi, mon but quand j'arrivais sur un salon, enfin quand j'arrive sur un salon international, c'est de trouver là une entreprise qui va revendre et redistribuer ces Mmh. produits-là Mmh. dans tout son pays. Et ça, c'est le plus important parce que plutôt que d'avoir une seule boutique, c'est mieux d'avoir quand même une chaîne de boutiques qui va revendre tout ce qu'on a sur tout le pays. Ouais, hyper intéressant, tu vois? De découvrir ça. Je reviens toujours sur le déroulé. Donc là, ça y est, OK, tu es dans cette société, tu fais un peu tout, tu développes l'export. On a vu pas mal de conteneurs, depuis que tu es arrivé. Tu gères. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as envie de passer indépendante? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a envie de faire quelque chose d'autre ou est-ce qu'il y a peut-être qu'il se passe quelque chose dans cette société? Comment est-ce que ça avance? Ben, il s'est passé quelque chose dans cette société, c'est-à-dire que moi, je travaillais pour un grossiste et on rencontrait d'autres grossistes dans les salons, etc. Et en fait, mon propre patron me vendait à ces autres grossistes qui étaient parfois des concurrents ou parfois juste d'autres styles de grossistes. Et en fait, ils avaient des soucis au niveau douane, ils avaient des soucis au niveau urgence, etc. Et il leur donnait mon numéro, il leur disait, écoutez, vous avez un problème, vous appelez Florence. Et du coup, je me suis retrouvée à aider pas mal de concurrents de mon patron à les aider sur tout ça. Puis on a fini par même faire des groupages en commun. C'est-à-dire que quand on trouvait un produit qui se vendait bien ou autre, ou qu'on n'avait pas un conteneur complet, ben on attirait aussi d'autres grossistes concurrents. On leur OK. revendait la marchandise et on les faisait venir avec nous. Ça nous permettait de gagner au niveau de la trésorerie, d'optimiser aussi le Mmh. transport. Et ils avaient cette gestion des urgences derrière avec moi. Et c'est vrai que en ayant fait ça la toute dernière année en fait où je travaillais avec ce patron, ça m'a donné envie de me dire non, mais en fait, je vais le faire. Ça m'éclate, mais j'ai pas envie de faire que ça, que les grossistes en textile ou autre. Et Mmh. du coup, c'est là où m'est venue l'idée de commencer à réfléchir à mon propre business. OK. Ça veut dire oui, oui, ça veut dire qu'en fait, tu as vu que tu as eu, les demandes clients, en fait, avant de lancer ton business. Tu l'as fait au début pour le compte d'un patron et ça, donc tu as aidé ces différents patrons dans leur process et tu t'es dit: «Bah, je vais étendre mon service». Donc tu étais un peu ce que je veux dire, c'est déjà que c'est courageux, mais en même temps, tu t'es dit: «Il y a un besoin». Parce que s'il y a un besoin chez ces grossistes-là, il y a forcément chez d'autres. Et est-ce que tu penses, quand tu t'es lancé, tu as pu les garder ces gens-là, par exemple, comme clients? Est-ce que ça a été ta première base de clients ou est-ce que, allez, tu es parti sur quelque chose de tout nouveau? Pas du tout. Non, je les ai pas gardés. J'ai gardé aucun contact parce que c'était pas. Je savais que ça suffisait pas. C'était des petites commandes, c'était des petites choses. Je savais très bien que eux cherchaient vraiment à diminuer enfin, à augmenter leur marge, à diminuer au niveau de tout ce qui sort en trésorerie. Donc je sais pas, j'allais pas vers là. Pour moi, enfin, j'aime bien toujours commencer à neuf. Et du coup, j'ai commencé à prospecter autrement en fait, à chercher d'autres personnes. Et j'ai attiré de plus en plus la robotique, tout ce qui est technologie de pointe, qui avait rien à voir avec mon univers à ce moment-là. Et Juste je me suis Laurence, rendu compte que c'est ce qui me plaisait. je te coupe très rapidement, c'est juste qu'on comprenne. Ça y est, là, tu te lances à ton compte, tu crées ta structure, tu crées ton produit. C'est bien ça, là, on est plus de ça y est, fini le salariat, c'est parti pour l'entrepreneuriat, c'est ça? C'est ça, et c'est spécial aussi parce que je suis partie, au tout départ, j'ai pas assumé le côté où j'étais vraiment très terrain et du coup, je me suis dit: «Bon, on va prendre un thème général». Je suis partie comme assistante administrative internationale. C'est-à-dire que j'assumais absolument pas le côté que import-export, même si j'en parlais dedans. J'étais plus sur le côté négociation, sur le côté, général où j'allais les aider dans un peu tout et il y avait 2 choses que j'assumais pas. C'est-à-dire que la première année, j'assumais absolument pas l'import-export et j'assumais pas non plus le fait que j'étais en voyage en van à travers l'Europe avec ma fille. Et donc, du coup, j'étais pas présente sur la France. OK. Et du coup, ça, pendant la première année, j'ai vraiment eu du mal, en fait, bah, déjà, j'avais pas mes clients voulaient me rencontrer et je pouvais pas parce que j'étais en Turquie ou je sais pas où, à l'autre bout du monde. Et j'arrivais pas à assumer ça. Donc, j'ai mis vraiment un an à hésiter, à vraiment avoir du mal à m'assumer, à faire ce coming out, de dire, bah, je suis que sur l'import-export parce que j'ai mon expérience terrain et je sais ce que je fais. Donc ça, c'était un peu le côté du syndrome de l'imposteur qu'on connaît tous. Ouais, c'est ce que Et j'allais dire la même chose et on est tous passés par là donc puis c'est en plus ça. le fait d'être un peu à distance dans un projet de vie, mais en tout cas top le projet de vie, j'ai entendu rapidement,
avec ma fille, le van, hein, donc j'imagine qu'humainement, ça doit être top. Mais c'est sûr que ça, tu sais, quand on commence, ça rassure d'avoir une agence, des bureaux, on se sent un peu moins imposteur. C'est Et en ça. fait, en vrai, on est légitime quand même. Mais je peux comprendre que tu aies eu cette petite période de latence. Mais c'est pas grave, ça t'a permis peut-être de peaufiner, ça t'a conforté peut-être à la fin. Exactement. En fait, je me suis rendu compte, du coup, je suis devenue, j'ai eu des clients pour de l'assistanat personnel. Je suis partie dans tout et des choses qui me plaisaient absolument pas. Mhm. Et il y a eu un moment où j'ai dit stop. En fait, j'ai commencé déjà à parler sur LinkedIn ou autre de mes voyages. Alors, j'en ai pas mis des tonnes, mais j'ai commencé à expliquer un petit peu que j'étais en solo avec ma fille à travers l'Europe, parce que pendant 3 ans, les 3 dernières années, je partais 8 mois par an et on partait faire un grand voyage en fait. Ok. Et ces 8 mois, je travaillais dans des bars, dans des coworking, je travaillais dans mon van aussi. Et du coup, à un moment donné, il a fallu l'assumer. Et quand je l'ai assumé, j'ai attiré des gens qui, justement, comprenaient, en fait, que j'avais cette polyvalence. J'ai même eu des gens, quand j'étais en Turquie, qui avaient besoin de moi, et parce que, justement, j'étais en Turquie, ils avaient besoin de contact en Turquie. Voilà, ça m'a ouvert des portes et ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, c'était carrément un plus plutôt que quelque chose de moins bien. En fait, est-ce que ça voudrait dire que ça marche d'être authentique? En vrai, j'ai déjà la réponse, hein. Quand je vois, bah, de toute façon, tu vois mon podcast, c'est moi en fait. Peut-être que c'est pas assez politiquement correct, peut-être que c'est pas assez corporate, mais on s'en fout en fait. Tu vois, on est authentique. Et tu as raison. Peut-être que ça va pas plaire. Il y a des gens qui vont pas te signer parce qu'ils vont dire ah non, je grossis. Non, c'est qui cette Florence qui est jamais là Non, mais on s'en fiche. Les mecs de la tech, ils ont bien compris. Tu sais, les mecs de la tech, moi je travaille avec eux, hein. Il y en a un qui est à Lisbonne, l'autre qui est au Mexique, l'autre qui est en Thaïlande. C'est vrai, hein. Ils n'ont pas souci d'être présents. Tant que tu es performant et que tu réponds aux demandes. Et peut-être que tu as trouvé ton bon marché, ta cible qui te comprenait. Et donc, moi, Exactement. je trouve ça, je trouve ça intelligent de te dire, OK, c'est comme ça et si ça fonctionne. Et j'ai bien l'impression que ça fonctionne. Quand tu m'as dit, voilà, je sais qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de clients, tu as beaucoup de demandes. C'est Euh, ça. J'ai beaucoup de clients et j'ai une limite, en fait, pour, je suis authentique, comme tu le vois, je suis cash aussi. Et c'est vrai que si tu veux gérer les urgences, si tu veux gérer tout ça et le gérer bien, tu peux pas le faire pour 50 entreprises à la fois. mhm. Donc, moi, j'ai une limite, un chiffre rond. J'ai mis 10 entreprises. Je veux pas avoir plus que 10 entreprises à la fois sur le mois. Parce que si je veux une offre complète, être capable de gérer les urgences assez rapidement, comme je le propose en moins de 48 heures, il faut pas que je sois sur 50 dossiers à la fois. Parce que si j'ai toutes les urgences qui tombent en même temps, va y avoir de l'insatisfaction, va y avoir tout ça. Et moi, c'est mon but, c'est d'optimiser tout. OK, donc là, tu sélectionnes tes clients pour avoir un service de qualité. Franchement, c'est clair. Mais justement, alors, dis-nous, aujourd'hui, c'est quoi ton service? Est-ce que, tu vois, on se demande, est-ce que, tiens, Florence, qui gère mes complications, est-ce que disponible 24 sur 24? J'ai entendu parler de 48 heures pour résoudre un problème, c'est ça? Oui, Voilà, c'est c'est ça, quoi ouais. ton service aujourd'hui et qu'est-ce que tu garantis à tes clients? Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs offres, mais sur l'offre principale, c'est l'offre mensuelle. Je leur propose en fait un abonnement mensuel où chaque mois, il y a plusieurs offres dans l'abonnement mensuel suivant les besoins de l'entreprise, mais chaque mois, je vais être là pour gérer tous les conseils dont ils ont besoin. C'est-à-dire qu'ils ont une question un peu bête qu'ils n'osent pas poser à un transitaire ou autre, ils vont me la poser. Ils ont un problème, ils m'en parlent. Ils ont besoin d'optimiser des process où ils se disent attends là je comprends pas, ça fait 3 fois qu'il m'arrive la même chose avec ce document, ça passe pas au niveau des douanes. Je vais prendre les choses en main, c'est-à-dire que je les laisse se calmer, déstresser. Moi je prends en charge, il n'y a pas de souci, comme ça ils peuvent se détendre et je gère tout, je mets les mains dedans quoi. C'est-à-dire que si jamais c'est des documents à faire, je vais faire la documentation. Si c'est des conseils, enfin de l'appel aux douanes, je vais appeler tous ceux qu'il faut, même, je vais même rappeler leurs clients des fois, parce que j'ai des clients qui me font une confiance totale, donc ils me renvoient des mails de leurs clients et ils me disent, gère, je comprends rien. Bon, bah, je gère. Il n'y a pas de souci, je mets les mains dedans et je gère la communication entre le transitaire, le client. Des fois, j'ai des clients qui m'ont appelé, ils ont un chauffeur qui est devant chez eux, le mec est pas passé par la douane. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait? On la prend la marchandise? Je dis, non, 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 on prend pas la marchandise si elle n'est pas dédouanée. Donc, c'est là où je vais les conseiller, en fait. C'est des choses qu'on peut chercher sur Google, mais on va passer un bon moment. Et des fois, c'est mieux d'avoir une personne qui sait faire et qu'elle va vous donner la bonne réponse. C'est-à-dire, c'est leur but, en fait, à eux. Donc, ils ont un WhatsApp. Vu que j'étais en voyage et autres, donc le WhatsApp, c'était super utile pour moi. Et c'est hyper bien pour mes clients aussi parce ils savent qu'ils peuvent m'appeler ou m'envoyer un message, je vais leur répondre très rapidement. Et donc, ils me contactent sur ce WhatsApp-là ou ils me transfèrent par mail.
Et donc c'est ça, c'est tout le long du mois. C'est pas un taux horaire ou autre, c'est vraiment le nombre d'urgences que je vais gérer. On va OK. pas compter le temps parce qu'on peut pas compter le temps sur ces choses-là. Et c'est intéressant ce modèle, d'abonnement, tu vois? Plutôt que taux horaire, moi je trouve ça sympa. Ça veut dire que, voilà, j'ai un abonnement et je sais que Florence est là si j'ai besoin et je sais que ça me coûte tant par mois. Il y a pas de ouais, je trouve ça intelligent. J'ai reçu quelques consultants. C'est la première fois que je vois ce type d'abonnement que j'aime bien. De toute façon, tu vois, moi je suis parti sur, Cargo Family, on est aussi sur un abonnement pour les personnes qui veulent poster leur job. Je trouve ça mieux, je trouve que voilà, on peut plus facilement budgéter donc ça C'est m'étonne pas. ça. Donc En là, fait, en tout c'est le cas, but, c'est, les 10 clients, excuse-moi. là, tu les as les 10 clients, est-ce qu'on peut te faire un peu de pub et dire aux gens: «Venez voir Florence» ou c'est déjà full? Il me reste encore un peu de place. Il me reste encore un petit peu de Un place. Donc petit oui, peu? je peux encore Bon, recevoir des clients. bon, dépêchez-vous. Non, non, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis en train de me dire, tu vois, nous, on avait la chance quand on a lancé notre société d'import qui s'appelait, Kaolan Monts des Jardins. Donc on était on avait à la base, on était allé sourcer alors ça va te parler. Donc mon collègue Ouais. part en Asie, on avait un contact qui avait une pépinière, pas pépinière d'entreprise, mais tu sais, une jardinerie énorme. Et donc, on était à sourcer des pots de terre en terre à fibre. C'était quelque chose de nouveau. Et finalement, on s'est mis voilà, sur le créneau, même si moi, je connaissais pas trop, fourniture de jardin. Et à l'importation, la fourniture de jardin, un pot en terre, je pouvais pas savoir que c'était si compliqué. Est-ce que c'est de la terre? Est-ce que c'est de la glaise? Est-ce que c'est de la terre à fibre? Et je me rappelle qu'on avait eu des gros problèmes pour importer ces fameux pots en terre à fibre, tu vois. Alors nous, on avait géré parce qu'on était deux anciens transitaires, donc on avait un réseau. Mais je peux imaginer quelqu'un pour lequel le transport n'est pas son métier, qui se retrouve bloqué. Toc toc Florence, hein. Florence, bonjour, merci d'aller gérer pour nous. Et c'est vraiment concret. Je pense que tu as dû débloquer peut-être. Je pense que ça t'arrive souvent non, d'avoir des colis bloqués. Tu fais quoi? Tu appelles la douane, tu changes les documents. Tu interviens vraiment avec les administrations? Exactement, oui, oui. Bah, justement parce que pour t'expliquer au niveau des douanes, en fait, bah, moi j'étais gendarme auparavant il y a très longtemps, donc j'ai l'habitude un petit peu cette façon de parler avec les douaniers ou autres. Et surtout, quand j'étais encore salarié, j'ai eu un gros souci douanier avec des zizi en bois. Alors celle-là, elle est pas mal parce que Ouais, j'ai on bien a, entendu. Ok, oui, t'as bien entendu, c'était des ok, zizi en bois porte-clés ok. qui venaient d'Indonésie. Et bah, c'était mon patron qui avait eu un délire. Il avait dit, allez, je prends ça, j'envoie ça, ça va marcher du tonnerre. On va réussir à les vendre. Et ces zizi en bois, bah, ils sont en bois. Et du coup, il a envoyé tout ça sans me consulter. C'est parti. Sauf que bah, le problème, c'est que arrivé en France, pour être dédouané, il faut un FLECT, il faut un document qui précise d'où vient le bois. Hmm. Sauf que ben, son fournisseur, il avait pris plusieurs fournisseurs, il n'y en avait pas un qui était capable de dire d'où venait le bois. Et j'avais la douanière qui m'harcelait, mais vraiment elle m'harcelait hein, régulièrement. Oui, vous avez les documents parce que les zizi en bois. Je dis oui, oui, bah, les zizi en bois, on va essayer de faire quelque chose. Elle m'a dit sinon je vais les brûler. Et elle a fini par les brûler. On a Mhm. mis 2 mois ou un mois et demi. Au bout d'un mois et demi, j'ai dit stop. On n'aura jamais les documents. C'est une marchandise qui valait peut-être 500 euros à la base. Ok, C'était pas nécessaire. Et les douaniers, quand c'est ça et qu'ils n'ont pas le document, ils cherchent pas à comprendre. À un moment donné, on arrête les frais de stockage, on brûle la marchandise, on prend une amende et on paye en plus le fait de brûler la production. ouais. Ça Mais coûte cher. t'imagines et écoute, j'ai eu le même exemple. Donc moi, je suis chez un transitaire à l'import et j'ai une jeune femme qui commence première. Donc elle est en auto-entrepreneuse et elle importe tu sais, le sable magique. C'est le sable que tu secoues pour les enfants. C'était nouveau. Donc elle a deux palettes qui arrivent. Ça arrive au niveau de la douane à l'import. Bah devine, dès que c'est des jeux pour enfants, donc on peut le dire quand même, dès que c'est des jeux pour enfants, il y a beaucoup de contrôle, tant mieux parce que c'est pour protéger nos enfants, hein. Visite de la douane, pas de certificat CE, pas de rapport de test. Donc pour résumer, quand on importe de la marchandise, il faut un certificat CE donc, qui vérifie que la marchandise est aux normes européennes. Il faut aussi un certificat de test parce que sinon, il y a des exportateurs étrangers, ils savent mettre un tampon CE. Et il faut un certificat de test réalisé par un bureau européen sur place. Donc, elle n'avait pas été conseillée, un peu comme avec tes zizi en bois. Marchandises arrivent, les deux palettes, impossible de les importer, comme tu dis. Destruction, frais de destruction et amende. Et en fait, je me dis, la pauvre jeune fille, elle s'est enfin lancée.
Et donc, elle paye le transport. Donc, déjà, elle a payé la marchandise, elle a payé le transport, elle paye la destruction, elle paye. Mais ça y est, son business, il est fini. Et je C'est me suis ça. dit, quel dommage qu'elle était mal conseillée. Et elle, ce qu'elle m'avait dit, elle m'a dit, oui, mais je pensais que. Et là, ça venait de Chine, hein. Oui, mais le fournisseur chinois m'a rien dit. Oui, parce que les Chinois, eux, c'est facile de faire sortir du pays. Les faire rentrer dans un autre, c'est autre chose. Et on oublie dans l'import-export, et là, j'en profite, je prends un peu la parole, mais c'est que si la marchandise sort d'un pays, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est autorisée à rentrer dans un autre. Il n'y a aucune relation. Et forcément, on laisse beaucoup plus facilement de la marchandise sortir. C'est un peu je résume Elle en, sera payée. c'est pas grave, ça va là-bas. Par contre, quand ça rentre chez nous, mais c'est pareil, les USA, quand il faut rentrer chez eux, ou même à l'import dans d'autres pays, quand j'importe des marchandises, c'est là où je vais protéger la population et je vais vérifier est-ce qu'il y a les normes, est-ce qu'il y a les certificats de test, est-ce qu'il y aura droit de douane TVA. C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué à l'import. Donc faites attention, si vous faites de l'import, c'est beaucoup plus réglementé, entre guillemets, qu'à l'export. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi à l'export. Donc vous voyez, Florence, ton colis destruction en bois, moi j'avais du sable, image, destruction, c'est des choses qui arrivent vraiment et qui peuvent Ah oui, avoir un oui. impact financier. Bon, toi ça va, c'était pas une marchandise, mais t'imagines s'il y avait un conteneur entier d'objets en bois, la perte au niveau du fond de roulement, c'est important. On apprend en faisant justement. Moi, au tout début, j'avais eu un souci comme ça pour du plastique, des Mm. tongs en plastique. Pour adultes, il n'y a aucun souci. Pour enfants, il y a une réglementation particulière avec des tests spéciaux à faire Ouais, avec ce incroyable. plastique. Et si on n'a pas ça, si les tests n'ont pas été faits, on peut les faire en urgence avec le fournisseur, si on a un fournisseur qui est assez communicant, qui est assez rapide et qui, voilà, qui est réactif. Mais tout le temps où la marchandise est bloquée, ça fait des frais de stockage. Donc, il y a toujours une perte, en fait. Et c'est ça qui est important en import-export, c'est que moi, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, qui me disent, moi, je veux me lancer à l'import-export. Je vois que vous vous y connaissez bien, je veux que vous me conseiller. C'est bien, mais dans l'import-export, c'est bien d'avoir un projet, une vision, et après de savoir tout le plan d'action, tout ce qu'il y a à vérifier pour éviter. Moi, c'est là où c'est vraiment ma particularité, c'est ma spécificité, c'est de savoir tout ce qui peut arriver, et d'essayer d'anticiper vraiment à l'avance, en amont, pour tout ça. Parce que les choses, elles arrivent et tant qu'on les prend pas en pleine tête, ben on est toujours en attente. On se dit, allez, on prend pas d'assurance, c'est pas grave, ça va se passer. Ouais. Je te rejoins vraiment. Tu sais, alors, par anecdote, la première formation que j'ai fait, la toute première, c'est Alex Kumba qui m'avait appelé. Et c'est une formation d'import-export pour des personnes qui venaient de différents pays et qui voulaient faire de l'import-export avec leur pays d'origine. Donc à la base, t'imagines, génial, ça tombe hyper bien. Moi, je suis transitaire, j'ai ma société d'import-export et j'ai découvert des personnes super, mais qui n'avaient aucune notion de ça. Donc ils venaient, par exemple, j'en avais un qui venait du Japon, un qui venait du Togo, et ils voulaient faire du business avec leur pays d'origine parce qu'ils avaient, ils avaient des fournisseurs, ils connaissaient. Donc je trouve que l'idée est bonne, mais aucune notion des risques, des tests, de tout ce qu'on parle aujourd'hui. Et je sais quand voilà, ils ne connaissaient pas non plus les incoterms. Et c'est dès le début, j'ai dit, attends, c'est un métier tellement spécifique qui intéresse beaucoup de personnes, ça m'étonne pas. Tu m'as dit, il y a beaucoup de gens qui te contactent sur LinkedIn, c'est ça? Oui, beaucoup de gens qui lancent un projet import-export et Mhm. qui me contactent pour les aider depuis le moment A. Mais Sauf c'est que bien. des fois, il y a des choses à faire avant quand même. Mais en tout cas, il faut vraiment, moi je conseille, c'est vraiment un métier où il faut être accompagné au moins sur les premières opérations pour comment ça se passe. Mais vraiment, vous lancez pas. Je sais que vous êtes motivé, mais vous lancez pas tout seul, ok? Parce que vraiment, les conséquences au niveau financier, ça peut être vraiment désastreux. Ok? Et donc, Florence, toi, tu accompagnes aussi des gens qui se lancent comme ça ou tu es plutôt quand même sur un type de clientèle où le business est déjà engagé? C'est quoi ta Ben, clientèle type? au départ, je partais surtout sur des gens qui étaient déjà engagés pour les aider voilà, au moment où ça bloque. Mais petit à petit, bah, j'ai été beaucoup contactée par des personnes pour des questions, toutes sortes de questions en fait, quand ils se lancent ou ils veulent se lancer, etc. Donc là, je suis en train de préparer en fait des formations en e-learning où j'ai pas envie de leur apprendre bah, ce qu'on apprend en BTS ou autre, les incoterms, tout ça, tout ça. J'ai vraiment envie de faire bah, comme moi j'ai appris en fait, parce que moi finalement j'ai pas fait ce BTS, mais j'ai appris énormément sur le terrain et je me suis fait des bibles parce que forcément, moi, j'y connaissais rien en incoterms et les incoterms, on sait comme c'est important. C'est la base en fait. Hein. Et j'ai appris aussi sur de la négociation parce que j'adore négocier. J'ai passé ma vie à négocier sur plein de choses. Voilà, avec mon caractère, je négocie beaucoup.
Mais la négociation commerciale à l'étranger ou avec avec des pays étrangers dans toute la partie import-export, c'est quelque chose qui me passionne. Parce que je sais pas, ça m'a plu énormément. J'ai beaucoup travaillé ça, je me suis beaucoup formée là-dessus aussi. Et donc là, aujourd'hui, ce que je vais lancer, ça va être donc des formations en e-learning sur le général en import-export et Ok. avec aussi une particularité sur la négociation internationale parce que c'est important de bien négocier ses produits, de bien négocier ses contrats. Et les Incoterms en font partie également et négocier toute la partie logistique avec les prestataires autour. C'est vraiment du général, mais c'est du concret. Ok, bah écoute, moi ça, j'ai hâte de découvrir ça. Tu nous diras quand ça sera prêt, qu'on puisse regarder, hein. Donc formation e-learning pour maîtriser en tout cas l'import-export dans son ensemble. C'est ça, et donc ça sera formation Ça, que. maîtriser l'incontournable et surtout, enfin moi c'est un peu mon leitmotiv, c'est simplifier l'international. Parce que c'est vrai que moi je le vois même en général quand je parle avec des gens alpha ou delta, enfin, toutes les personnes que je rencontre au jour le jour quand je présente mon métier, dès que je dis import-export, on fait waouh, c'est calé parce que ça a l'air tellement compliqué Ouais, que les gens se disent waouh, il faut avoir un sacré background hein, pour faire ça. Mais non, en fait, il faut bon, certainement de l'expérience, il faut aussi de la théorie, il faut travailler. C'est sûr que ça s'apprend pas comme ça, mais avec une simplification avec les bonnes bases, je pense on peut déjà se lancer tranquillement. écoute, franchement, je trouve que c'est une bonne conclusion. J'aurais pas rêvé mieux. Mais vraiment, lancez-vous. Moi, je me suis lancé, j'ai adoré ça. Je suis parti sur la formation, mais vraiment, je reviendrai un jour dans l'import-export. Je vous le promets, c'est sûr, c'est quelque chose que j'ai adoré. Florent, j'espère que d'ici là, on se recroisera. En Avec tout cas, moi, plaisir. je suis. Et suivez Florence, vraiment, je te suis, moi, sur LinkedIn. Tes posts, ils sont top. Il y a des anecdotes, c'est du concret. C'est voilà, tel client, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà ce que j'ai amené, je suis allé voir les douanes. Donc, moi, j'adore tes anecdotes sur LinkedIn. On va continuer à suivre la formation qui arrive. Comment dire, un petit voyage de prévu ou tu restes un petit peu en place là, ces temps-là, ces temps-ci, pardon. Je reste un peu en place. Moi, ma fille a repris l'école, donc pour le moment, en fait, je suis domiciliée sur Paris, mais je suis à Montpellier physiquement. Ok, Et du coup, non, j'ai prévu le Maroc quand même. Repartir un petit tour au Maroc, ça fait un moment que j'y suis pas allée, donc oui, toujours un voyage de prévu. bon bah super. En tout cas, on se tiendra au courant. Je te remercie vraiment beaucoup, Florence, d'être venue parler import-export. Comme tu as vu, ça m'anime aussi. Moi, je t'ai dit, voilà, j'ai adoré. C'est vraiment, on en reparlera. Bah écoutez, on termine donc ce podcast. Florence, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Allez, salut, ciao, ciao.